Napoléon III, et le camp de Honvaux, au XIXe siècle. Le fort de Croix fut reconstruit durant les premières années de la Révolution afin de résister à la force des flots, qui l'avaient déjà entamé, mais aussi pour résister aux bombardements. En 1804, au camp de droite et de gauche s'ajouta celui de Honvaux, pour les sapeurs et les mineurs, qui correspondent à l'actuel corps du génie militaire. Le premier camp de Honvaux était situé en contrebas du fort napoléonien de Terlington. Le camp de Boulogne de 1804 fut le premier camp baraqué, c'est-à-dire construit en bois, par opposition aux tentes en toile. 160 000 hommes et 16 000 marins furent réunis autour de Boulogne. Les conditions sanitaires y furent excellentes. En 1812, un 3-mâts hollandais à destination des Indes, est chargé d'une cargaison féminine, qui devait être exilée pour des méfaits, c'est-à-dire des femmes destinées à devenir compagnes de criminels, vint s'échouer sur la côte en face de Honvaux. Les gens de la côte, pilleurs d'épaves et soldats curieux d'aventure, accoururent. Les premiers jugeant la cargaison peu intéressante, s'en allèrent. Les seconds offrirent leurs bras accueillants, à ces Vénus sorties de l'onde, qui s'installèrent dans les baraques abandonnées des sapeurs de l'armée de Napoléon. L'ancien camp de Honvaux prit pendant quelques années le nom de camp des Grâces. Jean-François O'Mahony, comte, général, maréchal de camp, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, meurt à Boulogne en 1842 à l'âge de 70 ans. Il laisse son château dans un état d'abandon. Le château, ses fermes et plus de 100 hectares de terre et de dunes, furent mis en vente par Julie, sa fille majeure, pour 120 000 francs, à Jean-Baptiste Théodore Roberval, qui était né à Audrecel. En 1854, plusieurs milliers de soldats se sont regroupés autour de Boulogne en prévision d'une opération militaire de diversion dans la Baltique, dans le golfe de Finlande, contre la Russie. Le 28 mars 1854, la France déclare la guerre à la Russie. L'empereur Napoléon III désirait une guerre avec la Russie pour restaurer l'influence de la France en Europe. En mai 1854, il décide de réunir deux grands camps pour entraîner son armée, un dans le sud de la France et un autre dans le nord de 100 000 hommes. Il fait implanter ce dernier dans le Boulonnais, en souvenir de l'armée des côtes de l'océan, rassemblée au camp de Boulogne par son oncle 50 ans auparavant. La proximité avec l'Angleterre, devenue une alliée, permet aussi d'envisager une coopération militaire avec elle. Par le biais de ce camp, le Second Empire cherche également à affirmer sa puissance. Il y aura 4 camps baraqués dans le Boulonnais, en Bleteuse, Équien, Wimereux et Honvaux, ces deux derniers étaient contigus. De ces camps, partiront les troupes qui seront envoyées en Crimée. Les troupes commencent à arriver à Boulogne en juin 1854. Les régiments passent 24 heures dans la ville, logés chez les habitants, puis on les dirige vers l'emplacement du camp qui leur est attribué. Ils sont facilement reconnaissables à leurs pantalons de couleur rouge Garance. On voit ici le 5e régiment d'infanterie de ligne franchir la porte des dunes, avant de partir vers Honvaux. C'est le général baron, Pierre-Hippolyte Publius Renaud, qui aura la responsabilité de ce camp. La construction du camp commence. Les tentes blanches provisoires sont alors remplacées par des baraques couvertes de chaume. Les baraques étaient construites par les soldats. La charpente était faite de piquets de bois avec un clayonnage recevant du torchis, c'est-à-dire de la paille avec de la terre glaise que l'on laisse sécher. Ce clayonnage était ensuite enduit à l'intérieur et à l'extérieur avec la même terre. Pour ce faire, les habitants des hameaux voisins furent sollicités, car pour faire des cabanes en torchis, mieux vaut l'expérience d'un pauvre paysan boulonnais que celle d'un officier de génie militaire. Le toit avait une couverture en paille de 20 cm d'épaisseur. Ce travail sera ensuite confié à des couvreurs pris parmi les sapeurs du génie. Pour achever entièrement une baraque, on met 6 journées avec 8 ouvriers. Il y avait des baraques pour les soldats et pour les officiers. Les baraques de soldats sont destinées à recevoir 10 à 12 hommes. Elles ont 3 mètres 80 de profondeur, 4 mètres 60 de largeur, et 3 mètres 50 de hauteur. Ce qui donne seulement 2 mètres cubes par soldat. Elles sont percées d'une porte en bois blanc à l'une de ses extrémités, d'une fenêtre au-dessus, et d'une seconde à l'extrémité opposée. À l'intérieur, se trouvaient 2 lits de camp élevés de 25 à 35 cm au-dessus du sol, pouvant accueillir 6 paillasses et laissant entre eux un intervalle égal à celui de la porte. La baraque d'officier est faite des mêmes éléments, mais est plus petite.
Elle mesure à peu près 4 mètres carrés et est faite pour 2 officiers. La couverture et les murs sont en torchis. L'aménagement a été au goût et aux frais de chacun. Les officiers ont été autorisés en outre à garnir leur baraque de poêles, en se conformant pour les tuyaux à des dimensions déterminées, afin de prévenir tout incendie. Les cuisines du camp d'hiver sont plus vastes et construites plus solidement que les cuisines du camp d'été. Elles sont en briques et réunies par deux, sous un grand bâtiment couvert en tuiles. Ce bâtiment sert en même temps de chauffoir et de salle d'armes pour les soldats. 2 ou 3 fois par semaine, la musique joue dans les chauffoirs. Les soldats s'y réunissent le soir et dansent. Des paysannes des environs ont quelquefois la curiosité de visiter ces bals originaux. Les cuisines et les cantines sont en arrière des baraques d'officiers. La dernière rangée de baraques est réservée aux officiers supérieurs et à l'état-major. Le camp de Honvaux était situé le long des dunes, sur le bord de la mer. Il embrassait tout l'espace entre la tour de Croix et le fort de la Crèche. Il comprenait 2500 baraques rangées sur plusieurs lignes parallèles. Chaque compagnie d'un régiment d'infanterie occupait 2 files de baraques séparées par une grande rue ayant 5 mètres de largeur. La longueur totale du terrain de Honvaux était de 1500 mètres. Les baraques se développaient sur 4 rues dans toute cette étendue. La première, dite du front de bandière. La deuxième, qui sépare les baraques de la troupe de celle des officiers. La troisième, entre la deuxième et le petit état-major. La quatrième entre cette dernière et le grand état-major. La quatrième sert également de chemin de ceinture. La première revue des troupes se déroule le 7 juillet 1854, sur le plateau du camp de Wimereux en face de la ferme de Haut-Bang. Napoléon III passe en revue l'armée expéditionnaire, qui est sous les ordres du général en chef, Achille Barragad-Illier. Après la revue, il adresse aux troupes un discours pour les galvaniser. La Russie nous ayant contraints à la guerre, la France a armé 500 000 de ses enfants. C'était un peu exagéré. La division du général Barragad-Illier quitte Honvaux pour Calais, où elle embarque sur des navires britanniques, avant de s'illustrer le mois suivant, lors de la prise de la forteresse de Beaumarçon, dans les îles Allan. Le camp baraqué de Honvaux fut terminé fin août 1854. Le 31 août 1854, l'empereur prend le commandement de l'armée du Nord et installe son quartier général à l'hôtel Brighton à Capécure. L'hôtel Brighton était la propriété de Monsieur Lohoc. À côté de l'hôtel Brighton se trouvaient les écuries de Boulogne avec 36 chevaux de selle anglais, pour le service de l'empereur et sa suite, 36 chevaux de voiture, et 30 chevaux de poste. Le 2 septembre, le roi des Belges Léopold Ier arrive d'Ostende à Calais, où il est accueilli par l'empereur, qui l'emmène le lendemain à Boulogne sur le yacht impérial Reine Hortense, qui revient juste de la Baltique après la prise de Beaumarçon. Le 4 septembre, Napoléon III reçoit le roi Pierre V du Portugal, et son frère Louis, le duc de Porto. Ils visitent ensemble le camp de Honvaux. Le 5 septembre au matin, le prince Albert, époux de la reine Victoria, arrive à Boulogne dans le yacht Victoria N de Albert, suivi de 2 bateaux à vapeur, le Black Eagle et le Vivid. Il est accompagné du duc de Newcastle. Une centaine de grenadiers de la garde impériale font une huée d'honneur, depuis le quai jusqu'à l'hôtel Brighton, quartier général des camps du Nord. L'après-midi, l'empereur et le prince Albert visitèrent à cheval les camps de Honvaux et d'Ambloteuse. Le prince Albert fut chaleureusement accueilli par l'empereur, qui souhaitait cette nouvelle alliance. Les derniers grognards bonapartistes, qui se souvenaient de Waterloo, furent mis à l'écart. Napoléon III donna un spectacle pour l'époux de la reine d'Angleterre, et les soldats français et anglais fraternisèrent. L'empereur reconduisit sur son navire le prince Albert le 8 septembre, avec beaucoup de prévenance. L'embarquement retour eut lieu de nuit, sous une féerie de feux de Bengale. Le dimanche 10 septembre 1854, une messe fut célébrée en plein air au camp de Honvaux. 10 000 hommes en grande tenue y assistèrent, devant la chapelle en bois adossée à la mer. Après la messe, les troupes défilèrent devant la chapelle. En septembre 1854, Napoléon III décide de faire construire une route au pied de la falaise de Boulogne pour faciliter la communication entre Boulogne, le camp de Honvaux, et Wimereux. Les dépenses de cet embellissement précieux pour Boulogne ont été prises sur la cassette impériale pour un montant de 56 000 francs.
Le chemin de Onvaux à Marlborough a été également rechargé, et remis en bon état, avec là aussi l'aide des soldats de l'empereur. Malgré un hiver d'une rigueur exceptionnelle, et malgré la lutte redoutable qu'il fallait soutenir contre la mer, les travaux ont été achevés début 1855. La sollicitude de l'empereur pour la troupe se marquait par l'organisation de chauffoirs par compagnie, de distribution de ceintures de flanelle, de rations de vin et de café, et d'omnibus gratuits pour se rendre à Boulogne. Tout était fait pour le rendre populaire. Il ne manquait plus que les victoires militaires, qui étaient inatteignables sans l'aide des Anglais. En théorie, dans un camp baraqué, les soldats y sont mieux installés, mais celui d'Onvaux n'a pas permis d'éviter les épidémies. On sait que l'hygiène est meilleure dans les camps d'instruction, ou dans les camps temporaires, sur une période courte, que dans les camps permanents comme les 4 camps du Boulonnais. Les cabanes étaient moitié en bois, moitié en torchis, car le camp de Napoléon de 1804 avait fortement déboisé les forêts de Boulogne, d'Auguin et d'Ardelot. Ceci sera en partie à l'origine de la mauvaise hygiène du camp de Onvaux, et des épidémies de choléra, qui débutent dès le mois de juillet 1854. On n'avait primitivement disposé ni infirmerie, ni hôpital pour le service du camp. L'hôpital Saint-Louis de Boulogne devint insuffisant, et l'on dut établir dans la haute ville une infirmerie divisionnaire de 250 malades, et y créer un hôpital de 460 lits. La fièvre typhoïde, la dysenterie et même le scorbut firent leur apparition lors de l'hiver 1854. Sur 18 000 hospitalisés en 1854, il y eut plus de 900 décès, soit une mortalité de 5%. L'hiver en Crimée ne s'annonçait pas mieux pour les soldats français, qui partaient de Onvaux, et traversaient toute l'Europe. Le siège de Sébastopol a débuté en octobre 1854. Les Alliés sont au nombre de 65 000. Il y a 40 000 Français, 20 000 Anglais, 5 000 Turcs, contre 100 000 Russes. Le 5 novembre 1854, c'est la bataille d'Inkerman, aux portes de Sébastopol. Les hommes piétinent dans de la boue sanglante. Devant Sébastopol, une femme au grand cœur, Miss Florence Nightingale, introduisit l'hygiène et l'asepsie, dans les hôpitaux voisins du champ de bataille, qui étaient détourdis, et des foyers de typhus. Elle fut surnommée par les soldats, la femme à la lampe. Il y eut beaucoup moins de morts par épidémie dans le camp anglais, que dans le camp français. Les représentations théâtrales hebdomadaires, décidées en novembre 1854, commencèrent début 1855. Dans chaque camp, 2 baraques en fer avaient été construites. L'une servait de lieu de réunion et de salon de lecture, l'autre de salle de spectacle. Une troupe dramatique, sous la direction de M. Pellegrin, donna des représentations alternativement dans les divers camps. Au camp de Onvaux, la première pièce représentée fut un vaudeville en 2 actes, Le Gamin de Paris, qui a été joué par la troupe ordinaire de Boulogne, qui comptait dans ses rangs Louis-Basile de Corbeil, d'Iferville, l'excellent acteur du théâtre du Gymnase à Paris, et qui interprétait le rôle du général. La baraque du spectacle pouvait contenir 800 spectateurs. Les premiers bancs, à partir de l'orchestre, étaient réservés aux officiers. Les sous-officiers venaient ensuite, et les soldats étaient placés immédiatement après ces derniers. En février 1855, l'empereur logea à l'hôtel du pavillon impérial, au pied même de la route de Boulogne à Wimereux, qui vient d'être ouverte à travers la falaise. Le dimanche 4 mars, l'empereur à cheval, avec ses aides de camp et une escorte de 100 gardes aux cuirasses étincelantes, s'en va assister à la messe au camp de Onvaux. Le 6 mars, après avoir visité les camps de Wimereux et d'Onvaux, Napoléon III quitte Boulogne pour se rendre à Paris. En 1855, la température est glaciale, et il pleut beaucoup. Les Anglais, jamais avares d'humour météorologique, surtout pour se moquer des Français, nous résument le temps qu'il fit en 1855. Le 21 mars 1855, les camps de Onvaux et d'Équien furent évacués à cause du scorbut, qui sévissait depuis l'hiver. Le scorbut est une maladie parfois mortelle, qui à l'époque était décrite comme contagieuse, et due à un manque d'hygiène. La cause du scorbut, qui est le manque de vitamine C, ne sera expliquée que dans les années 1920. Les nouvelles troupes de soldats qui arrivèrent à Onvaux furent atteintes du scorbut quelques semaines plus tard, malgré l'amélioration des mesures d'hygiène. L'arrivée du médecin-chef Perrier permit d'améliorer les conditions d'hygiène,
et de faire régresser le choléra, la dysenterie, et la fièvre typhoïde. Il améliora la qualité des rations alimentaires, en remplaçant les légumes secs par des légumes frais, auxquels il recommanda d'ajouter cresson et pissenlit. Avec l'arrivée de la belle saison, et toutes ces mesures, le scorbut disparut peu à peu du camp de Honvaux et les hôpitaux de Boulogne se vidèrent. Le samedi 21 avril 1855, l'empereur et l'impératrice débarquent à Boulogne, de retour de leur visite à la famille royale d'Angleterre. Les quais ont été débarrassés des marchandises, et le capitaine du port a fait donner à chaque marais des chasses d'eau de la Liane, pour nettoyer le port. Au début de l'après-midi, les troupes du camp de Honvaux prennent position depuis le quai de la place d'Aunou, jusqu'à l'hôtel du pavillon impérial. En juillet 1855, le bruit se répand que la reine Victoria et son mari le prince Albert passeront par Boulogne pour aller à Paris. Cela n'ira pas sans heurts, car quelques irréductibles marins et bourgeois refusent d'accueillir la reine de cette nation qui a fait mourir Napoléon Ier. Napoléon III désire que la reine d'Angleterre soit reçue à Boulogne avec un éclat exceptionnel. Du 1er au 20 août 1855, 60 paquebots et 25 yachts ont débarqué, avec au total 10 000 Anglais. Les trains de Paris arrivent 4 fois par jour, surchargés de curieux. Le 18 août au matin, de la terrasse de l'hôtel du pavillon, situé au niveau de l'actuel boulevard Sainte-Beuve, au pied de la falaise, Napoléon III aperçut au loin le yacht royal Victoria and Albert. L'empereur, du balcon de sa résidence, contemple les bâtiments de sa flotte en rade. Avant son départ, l'impératrice lui annonce un heureux événement. Le prince Louis-Napoléon naîtra le 16 mars de l'année suivante. Au camp de Honvaux, les sonneries des réveils en fanfare s'étalent de régiment en régiment sur les falaises. Du Portel à Ambleteuse, tous les recoins des falaises sont marqués par les baïonnettes luisantes de 40 000 soldats. Le yacht royal Victoria and Albert arrive en rade à la fin de la matinée, escorté de 8 vaisseaux de haut bord, dont le Neptune et le Saint-Georges, armés chacun de 120 canons. Ils sont placés sous les ordres de l'amiral Sir Thomas John Cochrane, dont le père, également amiral, avait participé sous Nelson au blocus de Boulogne en 1803, et incendié une partie de la flotte française à l'île d'Aix en 1809. Le yacht de la reine, en raison de son fort tonnage, ne pourra entrer en rade qu'à marée haute, à 2 heures de l'après-midi. Quand il entre au port, les batteries de terre et les canons des bateaux tonnèrent leur bienvenue, et les 40 000 hommes, gardant les falaises, tirèrent des volées de mousqueterie, tandis que les musiques jouaient, les tambours battaient, les clairons sonnaient sur les jetées, et que les tambours-majors de taille formidable lançaient dans l'air leurs cannes immenses. Au large, les canons répondaient salve pour salve, aux batteries de Châtillon, emplissant le ciel de leurs vastes grondements. Les maisons des quais, surchargées de guirlandes et de verdure depuis le sol jusqu'aux toitures, étaient pavoisées, ainsi que tous les bâtiments dans le port et en rade, où croisent de puissants vaisseaux de guerre. Derrière, la foule s'étend jusqu'à l'extrémité de la jetée est. Il y a du monde jusque sur le toit des maisons. Toutes les cloches du beffroi et des églises sonnent à toute volée. Le Victoria and Albert était un superbe bâtiment à aube, haut sur sa ligne de flottaison, à 2 cheminées 3 mâts élancés, un peu incliné vers l'arrière. Son mât de misaine battait pavillon de France, le grand mât arborait le pavillon de la reine à 4 quartiers. Au mât d'artimon flottait le pavillon à croix de Saint-Georges. Le grand pavillon de la marine de guerre britannique était hissé en poupe. Dès que le bateau touche le débarcadère, l'empereur qui était arrivé à cheval, met pied à terre. Il traverse la passerelle, drapée de velours pourpre, monte à bord, et s'incline pour baiser la main de la reine. Les 2 souverains descendent ensuite ensemble sur le quai. Sous une tente horizontale à l'arrière du quai, avait été aménagé un kiosque aux tentures rouge et or, avec des fauteuils pour la reine et la suite royale. Le quai, jusqu'aux voitures, était recouvert d'un épais tapis semé d'abeilles. Au point de débarquement, les maréchaux, les généraux, les états-majors des camps et de la maison de l'empereur, fraternisent avec les officiers de l'armée et de la marine britannique. La reine, après avoir salué toutes les autorités,
monta immédiatement avec le prince Albert, et les enfants royaux, dans la calèche. Le cortège, encadré par le régiment du 2e lancier, se mit en route. Napoléon III, à cheval, était à la portière de droite, et le maréchal Barras-Gardinier, à celle de gauche. Depuis midi, les troupes de lanciers et de dragons avaient pris position au coude à coude, en double haie, entre le point de débarquement et la gare, située à Capécure, de l'autre côté du pont à écluse inauguré en 1853, par Napoléon III lui-même. Le cortège, accompagné d'acclamations, se rend à la gare. Un arc de triomphe, supporté par des palmiers d'or, de style égyptien, surmonté du génie de la civilisation, se dresse près de la gare avec l'inscription « Welcome to France ». Le baron de Rothschild, président du conseil d'administration du chemin de fer, et le directeur M. Delbecq, accueillent le cortège. La gare du chemin de fer a reçu une décoration somptueuse. La salle d'entrée, toute drapée de velours, est transformée en salon de réception, avec estrade fleurie pour les belles invitées. La reine et l'empereur partiront peu après dans le train spécial pour Paris. Ils seront de retour le 27 août 1855, et logeront à l'hôtel du Pavillon Impérial. Une revue des 40 000 soldats français des 4 camps a lieu sur l'immense plage de sable fin aux reflets d'or et d'opale, jusqu'au fort de Croix. Après le défilé, la reine visita le camp de Honvaux, dans tous ses détails. L'embarquement autour de la reine eut lieu à 23 heures, devant les illuminations et les feux de Bengale multicolores, qui entouraient des milliers de soldats immobiles. De la falaise, le célèbre artificier Budgéry, venu spécialement de Paris, lança vers la mer et le ciel, une cataracte colossale de fusées, semblable à l'éruption d'un volcan. Devant l'éclat de toutes ces grandes cérémonies, qui firent beaucoup pour la popularité de l'Empire à Boulogne, le conseil municipal de la ville décida de demander à l'empereur l'autorisation d'élever un monument commémoratif des passages de la reine d'Angleterre, le plus près possible de l'endroit où elle avait débarqué. Napoléon refusa net. Il déclara: « Il ne convient pas que Boulogne, ville impériale de Napoléon Ier, ait une statue à la gloire de l'Angleterre. » Il précise: « Une médaille suffira. » Henri Malot cite une anecdote de l'époque. Un vieux loup de mer, agrémenté d'une jambe de bois à Bougonne. Puisqu'ils sont maintenant en train de se faire des mamours, ils devraient bien me rendre ma jambe, que j'ai perdue dans leur querelle. C'est tout de même drôle que nous nous soyons battus comme des chiens pour en arriver à cela. Pendant ce temps au port de pêche, le rude labeur de la marine boulonnaise continuait. Le siège de Sébastopol se termine le 11 septembre 1855. Après la destruction de la flotte russe, et la bataille de Malakoff, la Russie capitule. La défense de l'Empire ottoman contre la Russie a permis à Napoléon III de faire oublier les visées impérialistes de Napoléon Ier, et de sortir la France de son isolement international. Ainsi s'estompe le traité de Vienne de 1815, où les pays vainqueurs de Napoléon Ier avaient imposé leur volonté à la France. Mais à quel prix? La paix de Paris, signée en mars 1856, est un triomphe personnel pour l'empereur, qui replace la France aux côtés des grands royaumes européens. C'est à cette date que naît le fils de Napoléon III, le prince Louis-Napoléon, qui mourra à 23 ans tué en Afrique du Sud par les Zoulous. À Honvaux, les soldats cohabitent pacifiquement avec les Boulonnais, mais l'inactivité crée de nombreuses tensions dans le camp. Le 27 mars 1856, un dénommé Gouly, musicien au 88e régiment au camp de Honvaux, âgé de 38 ans, et de constitution sèche, a reçu en duel à 10 heures du matin, un coup de fleuret à droite du mamelon droit. Il s'est rendu immédiatement à l'infirmerie, pour recevoir les soins nécessaires. Il développe rapidement un emphysème, synonyme de perforation du poumon. Après traitement par ventouse scarifiée, et bandage compressif, il guérira en 3 jours. C'est comme cela que l'on soignait les perforations pulmonaires à l'époque. Le 17 avril 1856 eurent lieu les funérailles solennelles du colonel Dupuy, né à Boulogne en 1796, et tué en 1855 lors de la prise de Sébastopol. Un monument et un buste lui ont été élevés au cimetière de l'Est. Le 6 mai 1856, en fin d'après-midi, se présente à Boulogne, la corvette Reine Hortense, et le Corse, le premier navire à hélice de notre marine de guerre,
avec à son bord l'archiduc Maximilien d'Autriche. Après un dîner à l'hôtel du Pavillon Impérial, et une visite du camp de Honvaux, il reprend sa route vers Bruxelles, puis part pour le Mexique. Il sera le deuxième empereur du Mexique en 1864, et sera exécuté le 19 juin 1867 dans son costume noir, avec le collier de l'ordre de la Toison d'Or à son cou. Le 25 juillet 1856, la dissolution du camp de Honvaux donna lieu à la cérémonie des adieux du sous-préfet Manche de Loanne, au maréchal Barragadillier, le vainqueur de Beaumarçon. Une dernière fête fut organisée sur le camp. En 1857, par décret du 12 août, une abondante distribution de médailles de Sainte-Hélène aux 241 soldats et marins boulonnais survivants de l'épopée napoléonienne, resserra encore les liens entre le peuple de Boulogne et la dynastie des Bonaparte. Dans la longue liste des décorés, on retrouve des noms encore très connus à Boulogne, comme Bourguin, Carry, Coquelin, Cousin, de Marle, Delpierre, Ducrot, Duhamel, Fontaine, Fourmentin, Génaud, Énuyer, Huret, Lefebvre, Lejeune, Le Prêtre, Molleux, Morand, Cattier, Sauvage, Ternisien, Ouacogne, Ivard, et bien d'autres. Les différentes épidémies survenues dans le voisinage des camps de Honvaux et de Wimereux avaient fait fuir depuis 2 ans la plupart des riches immigrants d'Angleterre. Le 19 août 1858, une commission de publicité fut mise en place, ce qui a permis de ramener sur Boulogne et ses environs une bonne partie des fugitifs. À l'époque, les Anglais et les baigneurs sont l'élément de prospérité de la ville de Boulogne, tout autant que la pêche. En 1860, le comte Ernest O'Mahony, fils de Jean-François O'Mahony, avocat à Paris, est le dernier O'Mahony de Dinlot de la branche française. Il rachète le domaine de Honvaux pour 190 000 francs. Il a épousé 10 ans plus tôt à Lille, Élisabeth Dubois d'Écreton, qui lui apporta dans sa dot le château de la Vigne de Bondu, qu'elle avait hérité de son arrière-grand-père Michel-Eugène Joseph Arognaud de Bomblay, fondateur du château, construit peu de temps avant la Révolution, sur les plans de l'architecte Le Saffre. Ernest O'Mahony meurt en 1868 à Boulogne, et lègue le château de Honvaux et 100 hectares de terre à son neveu Gontran Bourdon, deuxième maître de timonerie de 2e classe à bord de la Viso l'Arverne, qui le vend aussitôt à Hercule Adam. Hercule Adam, né en 1794, est banquier juge au tribunal de commerce de Boulogne. En 1860, un projet d'amélioration et de restauration du fort de Croix est proposé. Mais il ne sera jamais mis en œuvre. Le fort de Croix fut définitivement désaffecté vers 1875. Jusqu'à cette époque-là, il conserva sa batterie et un gardien. Le dernier qui exerça cette fonction était un nommé Chapuis. Sans entretien ni travaux, le fort de Croix tomba en ruine au début du XXe siècle. À Honvaux, comme à Wimereux et Boulogne, c'était la belle époque. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com.